Hier, les forces d'HTS en Syrie sont rentrées dans la ville d'Hama. Alors, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je vous avais parlé de comment est-ce que HTS, ce mouvement né d'une fusion de mouvements rebelles et djihadistes en 2017, ont réussi à casser la défense de l'armée de Bachar el-Assad, prendre Alep et continuer leur offensive sur le sud du pays en direction de Hama. Alors, pour certains chercheurs, notamment Richard Lister, la ville de Hama représentait un peu un challenge pour HTS parce que c'était à ce moment-là de voir si oui ou non les forces d'Assad, qui dans un premier temps avaient été pris par surprise par l'offensive, seraient en mesure de fortifier la ville et la défendre. Mais il se trouve qu'ils ont été incapables de le faire et maintenant, alors où on parle, les forces d'HTS continuent à avancer de manière assez rapide dans le sud du pays et, selon certaines rumeurs, seraient même en mesure de prendre la ville de Homs un peu plus au sud dans les jours, voire même dans les heures à venir. Et c'est, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, un coup terrible pour la Russie parce que ça va complètement isoler le régime de Bachar el-Assad qui quand même était approvisionné par le régime de Vladimir Poutine au travers des ports de Latakia et de Tartous. Alors, on a aussi expliqué dans la dernière vidéo que les raisons de cette offensive peuvent s'expliquer par la faiblesse de l'Iran et du Hezbollah qui ont été affaiblis dans leur guerre avec Israël, mais aussi la faiblesse tout simplement de la Russie empêtrée dans sa guerre en Ukraine depuis maintenant presque 3 ans. Mais une autre composante qui peut nous expliquer le succès d'HTS réside tout simplement dans la professionnalisation de cette unité depuis maintenant 2017. Ce mouvement HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui signifie concrètement pour la libération du Levant, est né, comme on l'a dit en 2017, d'un mélange de différents groupes obscurs, aussi bien djihadistes que rebelles, que nationalistes, etc., etc. Et son leader, Jolani, lui, est un ancien du front Al-Nosra et a coupé court avec Al-Qaïda depuis presque 10 ans et dirige depuis 2017 ce qu'on appelle le gouvernorat d'Idlib, qui est dans le nord-ouest de la Syrie à la frontière turque, qui était l'une des poches en Syrie qui échappait au contrôle de Bachar el-Assad. Mais du coup, ensemble, essayons de comprendre au travers d'HTS le succès de cette offensive. La première, c'est que HTS, depuis 2017, comme on l'a dit, se professionnalise. Ils ont mis en place une école d'officiers, ils s'entraînent de manière assidue à la coordination d'assauts armés et sont équipés avec du matériel turc de très bonne qualité. La deuxième raison, c'est tout simplement aussi le retour d'expérience de la guerre en Ukraine, notamment via la guerre des drones. Sur pas mal de vidéos, on peut voir que HTS a mimétisé complètement les techniques d'attaque de tanks syriens avec les techniques que utilisent les soldats ukrainiens sur le front du Donbass, mais aussi tout simplement les techniques qu'ils ont utilisées lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, notamment dans la bataille de Kiev, avec tout simplement des petits drones de fabrication chinoise qui lancent des grenades à gravité, ou tout simplement des drones FPV kamikazes qui arrivent sans trop de difficultés à frapper le matériel, les tanks, les EPV, les voitures du régime de Bachar el-Assad. Et de son côté, le régime de Bachar el-Assad, qui était plus occupé à vendre de la kétamine et de vendre des amphétamines à travers tout le Moyen-Orient, parce que, bon, c'est une vidéo que je pourrais faire sur justement le fait que le régime de Bachar se finançait aussi pas mal avec le trafic de drogue, mais c'était un régime qui était corrompu et qui a investi aucun moyen dans sa défense, et du coup, aujourd'hui, est complètement dépassé 10 ans plus tard par de nouvelles techniques nées de la guerre en Ukraine qui ont complètement révolutionné la manière de faire la guerre. Et la troisième raison qui explique aussi le succès d'HTS, c'est que HTS, depuis maintenant 10 ans, essaye de se créer une crédibilité auprès des populations syriennes, notamment avec cette volonté de couper court avec la réputation qu'avaient des mouvements comme Daesh ou des mouvements comme Al-Nosra, avec une volonté au contraire de gagner en crédibilité en se présentant comme un gouvernement viable. C'est notamment aussi pour cette raison-là qu'ils ont créé ce gouvernement qu'on appelle le gouvernement du salut, qui a été, par exemple, lors de la crise du Covid, beaucoup plus efficace que le régime de Damas, avec, par exemple, une mise en place de mesures sanitaires, de vaccins, de manière beaucoup plus rapide que dans la Syrie de Bachar el-Assad, avec aussi, par exemple, des services publics qui nettoient les rues. C'est pour ça aussi qu'on a vu, après la libération d'Alep, quelques heures après la libération, des éboueurs passer dans les rues d'Alep, commencer à nettoyer et
aussi montrer aux populations qu'ils étaient là pour s'imposer en tant que gouvernement viable dans la Syrie. Après, ce qui va être intéressant, et c'est l'analyse de pas mal justement de chercheurs sur la Syrie, c'est comment HTS, qui est en train d'étendre, entre guillemets, son influence, d'étendre ses lignes logistiques aussi de manière très importante, va gérer la prise de Hama, qui va devenir un peu une forme de battleground, une forme d'expérience pour savoir si oui ou non HTS va être un gouvernement viable. Il y a aussi toute la question autour des chrétiens, des minorités non musulmanes, yézidis et chrétiennes pour la plupart. Jolani, maintenant depuis presque 5-6 ans, essaye de gagner en crédibilité en tant que leader dans la région et a émis à de nombreuses reprises la volonté de protéger les minorités et depuis 2017 a purgé HTS de ses éléments les plus radicaux djihadistes et islamistes qui avaient au contraire pour volonté de rétablir une sorte de Daesh 2.0. Donc pour l'instant, on est quand même sur une offensive extraordinaire qui est pour l'instant couronnée de succès, mais la guerre, c'est bien sûr des lignes de front qui s'effondrent, mais c'est aussi une gestion de la crise, une gestion de l'après-guerre, et c'est là où toute la question de la crédibilité de HTS va se poser. Après, étant donné que la Turquie, de manière tacite, soutient HTS, ce serait un peu un tropisme de dire que HTS est complètement soutenu par la Turquie. C'est comme dire que le Hezbollah est complètement contrôlé par l'Iran. La relation entre mouvement et État sont en général bien plus complexes. Par contre, c'est sûr que la Turquie a des moyens de pression sur HTS et il n'y a pas de volonté de la part de Erdogan de se retrouver avec une nouvelle guerre syrienne à sa frontière, parce qu'il faut prendre ça en compte. Et d'ailleurs, c'était vraiment un des points d'achoppement très importants dans les négociations entre Bachar el-Assad et Erdogan, c'était la question des réfugiés, parce que Erdogan, qui a dû, lors de la crise syrienne, absorber une quantité assez astronomique de réfugiés syriens en Turquie, aujourd'hui a pour volonté de renvoyer une partie importante de ces réfugiés en Syrie et du coup a aucune volonté, aucun intérêt à ce qu'il y ait une nouvelle guerre en Syrie. Mais au contraire, la Turquie a besoin d'un État stable pour bien sûr d'un côté renvoyer les réfugiés, mais de l'autre aussi avoir des leverages de négociation, notamment avec la Russie, parce que comme on l'a dit, la Russie va complètement être isolée dans les ports de Latakia et dans les ports de Tartous. Aussi, il faut préciser que les Russes continuent à bombarder de manière massive la région d'Idlib, Alep, et ont commencé à bombarder Hama. Mais étant donné que les positions de HTS évoluent de manière assez rapide, ils ont plus de difficultés à lancer toute leur aviation ici et là. Et du coup, sont de moins en moins efficaces et aussi tout simplement parce qu'ils ont quand même un potentiel qui est quand même vachement engagé en Ukraine, même si il est très important de le préciser, les Russes n'ont pas diminué leur nombre d'hommes, ni leur nombre de matériel, ni leur nombre d'avions en Syrie depuis 2022. Par contre, là où les Russes auront plus de difficultés, c'est d'envoyer des task force en Syrie pour essayer de colmater les brèches du front qui de toute manière sont en train de s'effondrer. En conclusion, ce qu'on peut retirer de cette vidéo, c'est que d'un côté, c'est une victoire d'HTS de par sa professionnalisation, de par l'adaptation de nouvelles techniques de guerre face à un régime syrien au contraire corrompu qui n'a rien fait que pour pouvoir se développer et se réadapter aux nouvelles réalités de la guerre. Aussi de par la faiblesse des alliés de Bachar el-Assad comme l'Iran et comme la Russie. Et maintenant, les questions qui vont se poser, c'est de savoir comment HTS va gérer la prise des territoires de Hama, de Alep et potentiellement très prochainement de Homs, s'ils vont être capables de monter sur Damas et comment est-ce que la Turquie de Erdogan, elle de son côté, va gérer cette nouvelle prise d'influence dans les négociations qu'elle va avoir avec Bachar el-Assad, mais aussi avec la Russie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, mettre un pouce et aussi me laisser des commentaires si vous avez des questions sur ce sujet qui est en pleine évolution.